Denis Vaccin, cet homme est un redoutable prédateur dont l'histoire a été peu racontée. Et c'est étonnant parce que cet homme a tué 3 fois 3 enfants, 3 petites filles, qu'il a d'ailleurs violées, comme il a violé aussi 2 petits garçons et encore une autre petite fille. Ces enfants, il les abordait au cours de promenade à pied. Il les prenait tout simplement par le bras et puis les amenait à l'écart. Il a commis son premier viol et son premier meurtre à l'âge de 17 ans. Il était encore puceau. Quand il s'est marié à 23 ans, il avait déjà tué 2 fois. Son procès devant la cour d'assises a marqué tous ceux qui y ont assisté, car après avoir nié les faits, il a craqué en pleine audience. Il a tout avoué et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Il a demandé pardon. Juillet 92, au sud de Lille. C'est ici, dans ce quartier populaire, que Nadja, 4 ans, passe l'été chez Meriem, sa grand-mère. L'après-midi, l'enfant joue au pied de l'immeuble avec des cousins et de petits voisins. Depuis sa fenêtre, au rez-de-chaussée, la grand-mère surveille. À 17h30, c'est l'heure du goûter. Oh, ils étaient au moins 8-10, des enfants, tous les petits voisins. Et puis, moi, je faisais des beignets. Et je leur passais chacun son tour une baignée par la fenêtre. À l'extérieur, Anissa, la plus grande, qui a 10 ans, est chargée de veiller sur les plus jeunes. J'étais en train de jouer, je vois ma nièce pénétrer dans l'immeuble, enfin je pense qu'elle est allée chercher un beignet. Et je vois un homme qui pénètre également dans l'immeuble. Et lorsqu'il ressort, il tient Nadia dans ses bras. Comme Nadia, c'est pas quelqu'un qui part facilement avec des étrangers et que on est issu d'une grande famille, je me suis dit que c'était un des oncles de Nadia qui venait la chercher. D'autant plus qu'elle avait pas l'air d'être malheureuse, elle avait l'air de connaître la personne. Je la vois juste souriante et contente de s'en aller avec cet homme. Mais Anissa veut en avoir le cœur net. Je décide de me mettre à la poursuite de cet inconnu et donc de courir après lui. Il s'en va de façon très très rapide dans la station de métro. Malheureusement, sur le chemin, je suis tombée. Et le temps que je me relève, il avait disparu, donc il avait tourné sur la gauche. J'ai crié à plusieurs reprises, mais malheureusement, il n'y a aucune personne qui a été interpellée par mes larmes, par mes pleurs, par mes cris. Pour les gens, c'était quelque chose de normal, apparemment. Et à partir de ce moment-là, je l'ai plus revu. Anissa, paniquée, cherche, en vain. Puis en larmes, elle se précipite chez la grand-mère. Je dis, bon, c'est quoi la petite, elle dit, Nayad, elle est partie avec un monsieur. Je dis, où? Elle m'a dit, elle est partie par là, elle me fait montrer. Alors c'est là où je suis partie voir. Ils m'ont dit, les enfants, oui, Nayad, il y a un monsieur qui l'a amené. Anissa insiste. L'homme qui est parti avec Nadja ressemble à un oncle, à quelqu'un de la famille. Sur le moment, je suis pas très inquiète. Non, c'est vrai. Mais quand je commence à parcourir les alentours, la voyant pas, et on m'a dit que par où elle est partie avec cet inconnu. J'ai dit non, là, il y a un problème. Son oncle, il serait resté là. Il ne l'aurait pas emmené sans m'en demander la permission. On commençait à chercher, à commencer à avoir des soucis. On a pris les téléphones, on commençait à téléphoner partout. On a cherché partout, hein. Toute la famille. Toutes mes enfants, toutes. Même les voisins, faut dire la vérité, ils étaient gentils, ils étaient sympas, ils ont tous mis avec nous. Dans cet HLM, la nouvelle se répand vite. Tout le monde s'y met. Nina arpente le secteur en voiture, puis franchit l'autoroute pour rejoindre Ronchin. La direction indiquée par Anissa. En route, elle pose des questions. Mais personne n'a vu Nadja avec cet inconnu. Elle crie, elle hurle le prénom de l'enfant. Ça ne donne rien. 20h, la mère alerte la police. Commandant Delbar, quand à l'époque on vous signale la disparition de la petite Nadia, comment est-ce que vous réagissez ?
Alors, dès le premier instant, on ne parle pas de disparition, mais on parle bien d'enlèvement. Parce qu'en effet, les circonstances sont les suivantes. Un individu arrive, nul ne sait trop d'où il est sorti, prend l'enfant contre lui et repart aussitôt en direction de la rue la plus proche. La tante dit il ressemblait à un oncle, ce qui ouvre l'hypothèse d'un familier qui serait parti avec l'enfant. Alors c'est exact, c'est-à-dire que il y a eu cette hypothèse-là, mais bon, qui a très vite été démontée. Dans toutes les affaires, que ce soit d'enlèvement, de disparition inquiétante, etc., forcément, on va au-devant de la famille. On interroge les personnes les plus proches, en l'occurrence les parents. Or, il s'avérait que là, précisément, les parents venaient depuis 15 jours de se séparer, et raison d'ailleurs pour laquelle l'enfant demeurait à présent chez sa grand-mère, en compagnie de sa grande sœur et de sa mère. Donc, dès le départ, l'idée que c'est inquiétant et très vite la conviction que ça n'est pas quelqu'un de la famille et qu'il s'agit bien de quelque chose d'extérieur. Très vite, très très rapidement. L'inspecteur envoie une 60aine d'hommes sillonner le quartier. Et pendant ce temps, les policiers recueillent le témoignage d'Anissa. L'homme que je vois était un homme grand, châtain clair, qui était vêtu d'un t-shirt rouge, d'un pantalon de survêtement avec des bandes sur les côtés et d'une paire de baskets. Et j'ai pas eu le temps de voir son visage, mais j'ai eu l'impression qu'il était mal rasé. Le signalement est diffusé. On recherche un homme d'environ 1,80 m, châtain clair, vêtu d'un pantalon de survêtement blanc avec des rayures rouges. Les policiers interrogent les voisins. Lorsque la nuit tombe, toujours aucune trace de Nadja. Le lendemain, les journaux annoncent sa disparition et publient le signalement de l'homme recherché par les policiers. Le lendemain matin, quand je vois l'article sur les journaux, là, je réalise vraiment que c'est un enlèvement. Mais j'ai toujours espoir de la retrouver ou voilà, ou que quelqu'un va me dire bon bah voilà, on a retrouvé votre petite qui s'était égarée. Les parents ont toujours de l'espoir, donc on va aller dans le sens de cet espoir pour que justement ils puissent tenir, qu'ils puissent nous aider aussi le plus possible parce que ça a de l'importance. Toute la journée, la police a passé le quartier et ses environs au peigne fin. En tout, 17 inspecteurs et 60 gardiens de la paix ont ratissé tous les taillis, visité toutes les caves, mais pour l'instant sans résultat. Dans un quartier comme celui-là, vous avez l'impression qu'il ne peut rien arriver parce que tout le monde se connaît, tout le monde s'aime bien finalement. Sauf que là, tout d'un coup, non, il y a un enfant qui disparaît, donc ça veut dire que là, cette espèce de solidarité, d'entraide, de connaissance générale n'a pas suffi à protéger mon enfant, quoi. Le commissariat central de Lille est assailli d'appels, des plus sérieux aux plus fantaisistes. À chaque fois, on va espérer. On va placer des gens en garde à vue, on va fouiller des logements, on va faire des perquisitions, tout ça sans malheureusement aucun résultat. Il y a un témoignage troublant. Un homme raconte que la veille au soir, à 21h30, il a été bousculé près du lieu de l'enlèvement par un individu qui marchait à vive allure en direction de Ronchin. Il tenait une petite fille à la main qui avait du mal à le suivre, mais qui ne semblait pas affolée. Le témoin pense qu'il s'agissait de Nadja. Les policiers décident de diffuser le portrait robot de cet homme. Cette fois-ci, il serait plutôt brun, avec un nez de boxeur, et là encore, il serait vêtu d'un jogging blanc à rayures rouges. Avec ce portrait robot, les policiers font le tour du quartier. Mais les jours passent et Nadja reste introuvable.
bout du deuxième, troisième jour, déjà, on se dit, bon, avec le battage qu'il y a eu par la presse locale, on aurait peut-être eu des réactions des voisins, des membres de la famille qui font que un individu qui aurait emmené la gamine pour la tripoter, la lâcher, on aurait déjà retrouvé la gamine. Ce serait déjà fait. Donc au bout du deuxième, troisième jour, on est dans l'hypothèse la plus grave, la plus terrible. D'après ce qu'on entend des malades à la télévision, ce qu'ils font, une belle petite fille comme ça, on n'avait plus d'espoir. Hein. On n'avait plus d'espoir. « 29 juillet, Nadia a disparu depuis 6 jours maintenant. À 14h30, les policiers de Lille reçoivent un appel en provenance de Ronchin, une commune voisine. On a retrouvé la petite. Cet après-midi-là, Yves Degan est dans la cour de sa ferme. Je travaillais dans l'hangar, je bricolais, je débarrassais des palettes. Et j'ai vu 3 jeunes qui arrivaient en courant vers moi, de 7-8 ans, un petit peu affolés, qu'ils avaient retrouvé la petite fille. Moi, je les ai pris tout de suite au sérieux. Et ils m'ont montré la route, voir d'où était le corps. Les enfants guident l'homme à travers les broussailles d'un terrain vague. Un endroit où les gamins de Ronchin viennent faire des cabanes. Ils l'amènent jusqu'à une bâche, entre des arbustes. J'ai pris un bâton, j'ai soulevé tout doucement le plastique. Et j'ai vu un pied. Quand on a vu un pied... On n'a pas cherché midi à 14h, on a appelé tout de suite les gendarmes, quoi. Le corps est dans un trou, pas complètement enterré, à moitié. Elle est sur le flanc droit. Le bas du corps est dénudé. Elle a ses vêtements, pantalons et culottes, sous-vêtements, qui sont pliés sous elle. Les descriptions vestimentaires qu'on a de la petite Nadia font qu'on ne se fait pas d'illusions. C'est elle. Et là, on s'aperçoit qu'elle a le visage, la tête, dans un plastique fermé avec un lien. Le corps de la petite Nadia, la fillette enlevée à Lille, retrouvée dans la banlieue de la ville à Ronchin, à 1 kilomètre du lieu de sa disparition. Je ne sais plus qui arrive en catastrophe, un voisin ou un proche, je ne sais plus, en me disant « Tu as entendu à RTL, qu'est-ce qu'on a annoncé ? On a retrouvé la petite ?» Ah bon ? Et je demande à mon frère, lui il avait entendu, mon frère aîné, il avait entendu la nouvelle. Et donc il m'emmène, il me dit « Viens ». Mais moi, pensant qu'on l'avait retrouvée vivante ou chez une personne, je fonce avec lui. À l'approche, je vois tous les gens dehors, à l'extérieur de chez eux, du monde, des enfants, de la police. Et là je réalise qu'il est arrivé quelque chose. Et quand je descends de la voiture en courant, il y a mon frère qui essaie de me... J'arrache les vêtements, j'essaie de courir et il y a la police qui m'attrape, qui me maintient. Et là, après, je perds connaissance, je me souviens plus. Salut Dominique. Salut Christophe. Ça va ? Ça va. Alors Dominique Rizet, que dit le rapport d'autopsie qui est réalisé par l'Institut médico-légal de Lille sur le corps de la petite Nadia? Il est insupportable, Christophe. On sait qu'elle est morte peu de temps après son enlèvement. Très peu de temps, dans les heures qui ont suivi son enlèvement. Maintenant, de quoi est-elle morte? Le légiste évoque 3 possibilités. Soit elle est morte étouffée par ce sac en plastique qu'elle avait sur la tête, soit elle est morte de saignements abondants provoqués par des coups de couteau qu'elle a reçus au niveau du cou et dans la région cervicale, soit, dernière cause du décès, et là on est vraiment dans l'horreur, la petite Nadia est morte des causes d'un mécanisme réflexe lié à la douleur au moment où elle a été violée avec une violence inouïe, Christophe. Le quartier où habitait Nadia est en état de choc. Du coup, en pleine grande vacances, les enfants n'ont plus le droit de sortir de chez eux.
On sentait quand même de la tension dans le quartier, c'était un peu dur, c'était voilà, chacun rentre chez soi. Et puis c'est pas une délinquance à laquelle on s'attend, c'est des quartiers où on se dit bon, un vol de voiture, un petit trafic quelconque, oui, d'accord. Un enfant enlevé, tué, non, c'est pas, ça échappe un petit peu à la culture de ces quartiers à mon avis. Les hommes de la crime tracent l'itinéraire qu'a pu emprunter le ravisseur jusqu'au terrain vague de Ronchin. 2 kilomètres à pied. Le meurtrier et l'enfant n'ont pas pu passer inaperçus sur une telle distance. On se dit, c'est quelqu'un qui connaît bien les lieux puisqu'il disparaît très vite, en prenant même des risques, puisque dans le cas de Nadia, on est tout de même au mois de juillet, il fait clair, il y a des gens dehors, il y a des enfants, donc il aurait peut-être pu y avoir une réaction autre et qu'il soit interpellé tout de suite par des adultes ou des choses comme ça, ce qui n'a malheureusement pas été le cas, mais on se dit qu'on a tout de même affaire à quelqu'un de dangereux et horrible sur la circonscription, sur le secteur. Le terrain vague est entièrement ratissé. Parmi les déchets qui jonchent le sol, les policiers prélèvent des canettes de bière, 2 morceaux de bois et le sac en plastique qui recouvrait la tête de l'enfant. Tout ça est envoyé au laboratoire de la police scientifique de Lille. Sur l'un des vêtements de la petite fille, on a trouvé une trace de sperme, ce qui permet d'établir un profil ADN. À la brigade criminelle, les inspecteurs convoquent 39 personnes ayant des antécédents judiciaires dans des affaires de viol et d'homicide. Sur 4 d'entre eux, ils prélèvent l'ADN. Ça ne donne rien. À ce moment-là, les policiers envisagent que l'assassin de Nadia n'en soit pas à son coup d'essai. Car à la brigade criminelle de Lille, l'histoire de 2 petites filles hante les mémoires. Nathalie et Cathy. Elles ont été violées et tués, comme Nadia, dans des conditions tout aussi épouvantables. Ces meurtres remontent à 1985 et 1990. Ils n'ont jamais été élucidés. Novembre 1985. 7 ans avant la mort de Nadia, une fillette de 6 ans disparaît dans les mêmes quartiers sud de Lille. À 18h30, la maman prévient la police. Nathalie s'est volatilisée entre la barre HLM où elle habite et les magasins où sa mère l'a envoyée faire des courses. Dans la soirée, 2 inspecteurs découvrent le corps dénudé de l'enfant dans un terrain vague. La petite a été sauvagement assassinée. On constate donc qu'elle porte encore sur elle son manteau, le pull qu'elle portait, peut-être le chemisier qu'elle avait en dessous, était remonté jusqu'au-dessus en haut de la poitrine. Et là, on avait sous le mamelon gauche, il y avait 2 entailles très importantes d'une largeur chacune de 2,5 cm, manifestement portées par un objet tranchant. Les policiers comprennent que l'enfant a été agressé en rentrant chez elle. On retrouve les paquets de cigarettes qu'elle avait achetés au tabac pour sa mère, et autour du cou, on retrouve une ficelle avec des petits bonbons qu'elle avait achetés à la boulangerie. Cette ficelle était serrée autour du cou, en partie cassée, et une trace de sillon assez légère quand même, mais une trace de sillon au niveau du cou. On a la certitude, au moment où on la retrouve, qu'elle a eu le temps de faire ses courses, puisqu'on retrouve le petit papier que sa mère lui avait donné pour aller faire les courses, et on sait qu'elle y est allée, puisque la commerçante a ajouté un petit mot sur le papier, un petit mot à l'attention de la maman, en lui disant bonsoir, tout simplement. Donc on sait pertinemment qu'elle a eu le temps de se rendre à l'épicerie du coin et de revenir, et c'est sur le chemin du retour qu'elle a rencontré son agresseur de manière certaine. La maman avait interdit à Nathalie de traverser la grande avenue du faubourg d'Arras. C'est pourtant en face qu'on a découvert son corps. Pourquoi a-t-elle désobéi ? Que s'est-il passé sur les 200 mètres qui séparent le magasin
du terrain vague. C'était un quartier très vivant, très animé. La route qu'elle a normalement empruntée pour aller jusqu'au de commerce, c'est une route à cette heure-là, 18h30, puisqu'elle quitte son domicile à 18h30. C'est une route qui est empruntée par de nombreux piétons, voitures et tout ça. Donc c'était pas un quartier particulièrement à risque pour une enfant de cet âge de se déplacer dans ce quartier, quoi. On la connaît beaucoup dans le quartier. C'est une petite fille qui sort, qui est ouverte sur l'extérieur. Les voisins la connaissent. Comme elle est polie, elle dit toujours bonjour, elle est appréciée. Les commerçants la connaissent parce qu'elle va régulièrement acheter des bonbons, des cigarettes pour sa maman. Donc de la vie générale, c'est une petite fille modèle. 3 jours plus tard, l'autopsie révèle que Nathalie a été violée et qu'elle a subi une tentative d'étranglement avec le fil de son collier de bonbons, avant de succomber à 2 coups de couteau portés en plein cœur. Les médecins légistes parviennent à prélever une trace de sperme. Mais le jour du meurtre, il pleuvait et l'ADN est altéré. Impossible d'établir un profil génétique. À l'époque, pour retrouver un génotype humain, il fallait à peu près 10 000 cellules pour reconstituer un ADN humain. Et maintenant, à l'heure actuelle, 80 cellules suffisent pour reconstituer un génotype. Les policiers planquent sur le terrain vague, contrôlent les allées et venues des marginaux, interrogent des exhibitionnistes connus, mais tous sont mis hors de cause. La police diffuse un appel à témoins dans la presse. 6 jours après la disparition de Nathalie, une femme se présente à la brigade criminelle. Le soir du meurtre, elle a vu un automobiliste au comportement suspect. Elle est surprise par la manœuvre d'un véhicule qu'elle nous dit être une Renault 4L verte qui va stationner face à la boulangerie où s'était rendue Nathalie, et ce véhicule va faire une brusque marche arrière et traverser la ligne blanche pour aller en direction du terrain où on va découvrir le corps de Nathalie. Elle nous dit qu'à l'arrière du véhicule, il y avait une enfant teint caramel, c'est le terme exact qu'elle emploie, et qui avait un manteau avec une capuche. Et ça, c'était bien le teint de peau de Nathalie, et c'était bien une description similaire au manteau qu'elle portait ce soir-là. Nous, les enquêteurs, on a vraiment, c'est un début de piste, parce que c'est le seul témoignage direct qu'on a. Les policiers remontent jusqu'aux 7000 propriétaires de 4L vertes en France. Une trentaine sont interrogés. Sans résultat. Quand une nouvelle piste s'ouvre. Un mois après le meurtre de Nathalie, un ouvrier du chantier de la voie ferrée voisine se suicide en se jetant sous un train. Au moment des faits, Ahmed habitait un cabanon de fortune le long des rails, à quelques mètres du lieu où l'on a découvert le corps de Nathalie. Les ouvriers du chantier racontent que leurs collègues étaient nerveux ces derniers temps et qu'ils parlaient souvent de la disparition de la petite. Tout le monde parle de cette personne qui s'est donné la mort, qui était en souffrance juste avant, qui rencontre son médecin à plusieurs reprises et qui explique qu'elle a fait quelque chose de mal, sans en dire plus. On reste dans le doute, les enquêteurs restent dans les doutes. Est-ce qu'on a trouvé le meurtrier, mais comme malheureusement cette piste on ne peut pas la faire parler, ou est-ce que le meurtrier de Nathalie court toujours ? Ahmed emporte peut-être avec lui le secret du meurtre de Nathalie. Les policiers poursuivent quand même leurs investigations pendant 5 ans. Mais le viol et le meurtre de Nathalie restent un mystère. On a fait un travail de fourmi, mais un travail de fourmi sans savoir véritablement quoi chercher. Donc c'était là véritablement la difficulté de cette enquête. Cinq ans après la mort de Nathalie, la piste des 4L vertes n'a rien donné et aucun élément nouveau n'a permis de relancer l'enquête.
Le viol et l'assassinat de la petite fille restent impunis et le 8 mars 1990, le parquet rend une ordonnance de non-lieu. Quelques mois plus tard, une autre petite fille disparaît dans un autre quartier du sud de l'île. Elle s'appelle Cathy. Cathy disparaît à Oisem. Elle a 9 ans. Le 8 octobre 90, elle joue dans le jardin de sa résidence. À 20h, son père l'appelle et lui demande de rentrer. Cathy n'a qu'à contourner l'immeuble pour prendre l'escalier. Mais une demi-heure plus tard, elle n'est pas là. La famille s'inquiète. Moi et mon père, on est sortis. On a fait le tour du quartier d'abord. Après, on est allé voir au café chez son amie Aurore, si elle n'était pas là. Et après, on est allé voir des autres voisins et ils ne l'avaient pas vue. Au début, on pensait qu'elle était partie chez une amie à elle. Mais après, quand l'heure commençait à passer, là, on commençait vraiment à s'inquiéter, quoi. Parce qu'elle n'était jamais partie aussi longtemps sans prévenir mes parents. Elle disait toujours où elle allait. Dans le quartier, beaucoup connaissent la petite, dégourdie, toujours prête à rendre service. À 21h, le père prévient la police, qui ne s'émeut pas beaucoup. On pense dans un premier temps, en fait, qu'elle était désobéissante et puis qu'elle s'est rendue dans une maison ou alors elle a rendu visite à des petites copines qui habitaient le quartier. Et quand la nuit passée, on ne la retrouve pas, bon, finalement, là, on se dit effectivement qu'il y a de l'inquiétude à avoir. Le lendemain matin, Cathy n'a toujours pas donné signe de vie. Maintenant, les policiers se mobilisent. Ils retracent l'emploi du temps de la fillette, entendent les voisins, mais personne n'a rien vu. On se demande comment une enfant de 9 ans, autant que je me souvienne, peut disparaître dans un périmètre aussi petit, dans un temps aussi court, dans un quartier où tout le monde se connaît. On se dit c'est pas possible, on ne peut pas disparaître en 30 secondes. À 18h, un homme qui promène son chien sur un terrain de foot désaffecté tombe sur un corps d'enfant dénudé. À Lille, la petite Cathy, 9 ans, a été retrouvée poignardée à moins d'1 kilomètre de chez elle. Mes parents regardaient toujours France 3. Et là, on a appris qu'ils avaient retrouvé le corps de ma petite sœur. Bon, sur le coup, moi, j'y croyais pas trop, parce que la police n'était pas encore venue nous le dire. Et c'est à 20h, quand 2 inspecteurs sont venus sonner à la maison, ils sont venus nous annoncer le décès de Cathy. Sur place, les policiers et les médecins légistes ont déjà compris. Cathy a été violée et tuée de plusieurs coups de couteau. Pour moi, je revivais le crime de Nathalie, quoi. C'était, à part qu'on avait changé la scène de crime de quelques centaines de mètres, mais pour moi, ça faisait aucun doute que c'était le même meurtrier. Les habitants sont persuadés que l'assassin se trouve parmi eux. C'est sûr que ça doit être quelqu'un du quartier. Hein. Ça vous fait peur pour votre famille? Ah bah oui, c'est pour l'avenir des enfants. Hein. C'est ma copine qui la connaissait, c'était sa meilleure amie, quoi. On se connaît tous dans le quartier, maintenant on n'aura plus confiance l'un à l'autre, on aura peur. On vit plus dans un monde de... je sais plus. Ça fait peur. Le lendemain, l'autopsie confirme que Cathy, comme Nathalie, a été violée et massacrée de 14 coups de couteau sur tout le corps. La bouche de l'enfant est remplie de terre. Ses mains crispées retiennent des brins d'herbe. Elle a sans doute crié. Mais au fond du terrain de foot, personne n'a pu l'entendre. Faute de piste, cette enquête-là non plus n'ira pas plus loin. C'est le 2e meurtre d'une petite fille sur l'île. Sur le premier, on n'a aucune piste. Et on se rend compte que sur ce 2e, on a la même chose. C'est-à-dire on n'a rien. On n'a aucun témoin, aucune trace biologique. On a du mal à reconstituer les dernières heures. On n'a vraiment aucun élément.
3 années plus tard, dans l'espoir de faire avancer l'enquête, la famille et le juge d'instruction participent à l'émission Témoin numéro 1. J'espère que nous obtiendrons ce soir un renseignement, même minime, mais qui nous permette de continuer. Mais l'émission ne donne rien. Alors le 30 juin 1995, 5 ans après le meurtre de Cathy, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Commandant Delbar, lorsque vous enquêtez sur l'affaire de l'assassinat de la petite Nadia, est-ce que vous faites le lien avec les meurtres de Nathalie et de Cathy? Forcément, tout de suite, puisque nous avons eu 3 meurtres de même nature sur un territoire relativement serré. Est-il possible qu'il y ait 3 individus capables de faire ça? Non. Puis il y a quand même des similitudes entre le meurtre de Nadia et le meurtre de Cathy. Hein, on retrouve cette notion de coup de couteau, on retrouve cette notion de viol également, pour l'une comme pour l'autre. Donc vous pensez à un tueur en série? Tout le monde pense à un tueur en série. Tout le monde. Mais alors quel serait le profil de cet homme-là? Est-ce que vous arrivez à l'époque à dégager un profil de ces 3 affaires? Dans cette affaire-là, contrairement aux 2 premières, c'était quand même différent. 1, on avait un signalement. 2, on avait quand même sa trace ADN. Alors que pour les 2 premières affaires, nous n'avions rien du tout, rien de rien. Dans l'enquête sur la mort de Nadia, il ne va rien se passer jusqu'en 1999. Et 99, c'est 14 années après la mort de Nathalie, 9 années après celle de Cathy, et 7 ans après la découverte du corps de Nadia. Le 6 janvier 1999, à 14h, une femme se présente au commissariat central de Lille. Elle tient par la main une petite fille de 6 ans. Elle vient de trouver l'enfant dans la rue qui errait, seule, en larmes. Et cette petite fille raconte son calvaire aux policiers. C'est elle qui va permettre l'arrestation d'un dangereux prédateur dans des conditions incroyables. Ce mercredi 6 janvier 1999, Julie fait la quête en bas de chez elle avec son grand frère et sa grande sœur pour l'opération Pièce jaune. Et comme il n'y a pas grand monde, les 2 grands décident de monter faire du porte-à-porte, dans les étages. La petite Julie, elle, reste en bas, seule. J'étais debout sur les marches et en fait l'homme y est arrivé et je lui ai demandé des pièces pour ajouter à mon sachet pour amener à l'école. Et il m'a demandé de le suivre chez lui parce qu'il n'y avait pas de monnaie sur lui. Et il a commencé à regarder à droite et à gauche, enfin il a regardé un peu autour quoi, et il m'a pris par le bras. J'ai dit que j'avais pas le droit de quitter le quartier, que mon frère et ma grande sœur ils allaient se demander où j'étais. Puis il m'a dit qu'on n'en avait pas pour longtemps. L'homme tient fermement Julie par le bras et sort de la résidence. D'un pas décidé, il s'éloigne peu à peu du quartier. On est passé au niveau des ronds-points pour aller sur l'autoroute. Donc il y avait vraiment personne quoi. Donc je pouvais pas crier. Les voitures, ils vont pas se demander quoi qu'un homme tient une petite fille par le bras. Donc je pense que je pouvais rien faire à ce moment-là. L'homme entraîne Julie de l'autre côté du périphérique. Il marche longtemps, plusieurs kilomètres, avant de rejoindre une voie ferrée. Je me souviens, en fait, j'avais mal aux pieds à force de marcher. Et je lui demandais toujours si c'était loin. Et il me répondait à chaque fois non, on est bientôt arrivé. Au bout d'une ruelle, l'homme s'approche d'un mur de pierre et demande à Julie de se glisser dans une brèche. De l'autre côté, Julie découvre une usine désaffectée au milieu d'un terrain vague. Je lui ai demandé où on va
Et il m'a répondu c'est un raccourci pour aller chez moi. Et puis là, tout de suite, j'ai compris. J'ai compris parce qu'il y avait que l'usine et rien autour. Il allait se passer un truc. C'était pas normal. L'homme emmène Julie jusqu'à l'usine et la fait entrer dans un petit local. Puis il la déshabille. Julie résiste et retient son pantalon. Je pleurais et c'est là qu'il a commencé à s'énerver et à menacer. D'abord, il a sorti sa matraque électrique. C'était dans une pochette noire en velours, je m'en souviens. Il m'avait dit ouais, si t'arrêtes pas de pleurer, il m'a dit je te tuerai comme j'ai fait aux autres petites filles avant toi. Il m'a dit tu reverras plus tes parents. Et j'ai eu peur. Donc j'ai essayé d'arrêter de pleurer. Mais bon, c'était pas facile. À 6 ans. Julie est contrainte de se laisser faire. L'homme commence à se déshabiller. J'ai essayé de partir. Mais en fait, il m'a repoussé avec son bras. Et après, il m'a pris contre lui. J'ai mon dos contre son ventre. Et là, j'ai pas compris. À ce moment-là, je l'ai pas compris. Dans l'usine en ruine, l'agresseur se masturbe, tenant très fort Julie contre lui. Puis il la lâche et se rhabille. Julie, terrorisée, enfile ses vêtements, puis tous les deux sortent de l'usine et rejoignent la rue en repassant par la brèche. Elle marche devant et lui la suit. Il m'a surtout prévenu que si je prévenais la police, quoi qu'il arrive, il me retrouvera et il me tuerait. Je regardais à droite, à gauche et j'ai essayé de regarder où il était, je l'ai pas vu partir. Et là, ça a été la panique aussi, d'un coup. J'ai eu peur après. Une petite fille de 6 ans se retrouvait comme ça, je sais pas du tout où j'étais. C'était des grands blocs, il y avait l'autoroute en dessous. J'étais complètement perdue. C'est à ce moment-là qu'une automobiliste stationnée sur le trottoir d'en face remarque l'enfant en larmes. Elle a ouvert sa portière et elle m'a demandé ce qui s'était passé et j'ai dit je veux pas le dire. Elle m'a dit de pas le dire, je voulais vraiment pas le dire. Et elle m'a dit je t'emmène au commissariat. J'ai dit non, emmenez-moi chez ma mère. Et elle m'a dit non, je vois qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Et elle m'a amenée au commissariat. À la brigade des mineurs, les policiers écoutent son témoignage cauchemardesque. On était incroyablement surpris de sa mémoire visuelle. On a déjà eu affaire par le passé à des affaires d'agression d'enfants qui avaient beaucoup de mal à nous relocaliser les endroits où ça s'était passé, etc. Tandis qu'elle nous a vraiment indiqué précisément où ça s'était passé. Donc c'est vrai qu'elle elle était déterminante pour l'enquête. Les policiers se rendent immédiatement sur les lieux de l'agression et découvrent un endroit qui leur était totalement inconnu. Sur place, tout concorde avec le récit de la petite. On s'est dit, la gamine, elle est passée par une belle porte, quoi, parce que s'il avait décidé de la tuer, on n'aurait jamais retrouvé le corps. La précision du témoignage de Julie permet aux policiers d'établir un portrait robot. L'homme recherché est âgé d'une trentaine d'années, les yeux noirs, le crâne dégarni. Au moment de l'agression, il portait un blouson vert avec un triangle dans le dos. Les jours suivants, Julie vit dans la peur. Elle a tout raconté aux policiers et se souvient des menaces de son agresseur. Quelques jours après, je me suis mise à la fenêtre de ma cuisine. Il y avait ma grand-mère à côté de moi et je l'ai vu repasser devant chez moi, en bas de chez moi. Et il m'a regardé et il m'a fait un sourire. J'ai quand même pas osé le dire. J'ai eu peur, ouais. Mais Julie finit par le dire
Et sa mère prévient la police qui place 4 hommes en bas de l'immeuble. Tandis qu'ils planquent au pied de l'immeuble où vit Julie, les policiers remarquent un homme qui ressemble au portrait robot de l'agresseur. C'est un marginal qui vit dans un foyer tout proche. Ils l'interpellent et décident de montrer sa photo à l'enfant. Pour ne pas influencer Julie, les policiers glissent sa photo au milieu de 5 autres clichés tirés au hasard des archives de l'identité judiciaire. Le suspect est le numéro 3. Ils vont lui présenter les photos chez elle. Pour mémoire, la petite jouait avec sa sœur à un jeu vidéo, donc elle avait du mal à venir consulter l'album photographique, donc sa maman l'appelle à plusieurs reprises. Je me vois ouvrir l'album sur la table de la cuisine et la gamine, mais ça dure 5 secondes, quoi. La gamine regarde rapidement les photos et tout de suite pointe du doigt une des photos, en l'occurrence le cliché 6, c'est-à-dire pas du tout notre suspect, en disant c'est lui qui m'a fait mal. Et elle s'en va rejouer à son jeu avec sa sœur. Les policiers la rappellent pour qu'elle regarde une nouvelle fois. Et sans hésitation, l'enfant désigne de nouveau la photo numéro 6. Ça nous paraissait hors norme d'avoir pu mettre l'auteur des faits de manière quasiment accidentelle dans un album photographique alors que nous étions sur un autre suspect. En ce qui me concerne, moi, c'est du jamais vu dans ce genre d'affaires. Donc, j'essaye d'expliquer à la mère qu'il y a encore du travail, on ne peut pas prendre à la lettre la reconnaissance de sa fille, puisque nous, derrière, il faut qu'on aille voir à quoi correspond cet individu. La photo numéro 6 est celle de Denis Vaccin, un homme de 31 ans. Il est connu des services de police car 2 ans plus tôt, il a volé des ustensiles de cuisine dans une grande surface. Quand nous découvrons le profil de Denis Vaccin, c'est-à-dire uniquement un vol à l'étalage et rien d'autre, c'est-à-dire rien de sexuel, rien ne pouvant lui être reproché à caractère sexuel, effectivement, la présomption d'innocence joue à fond en ce qui le concerne. Denis Vaccin est marié. Il travaille comme agent d'entretien dans une station-service. Les accusations de la fillette embarrassent les hommes de la brigade des mineurs. À l'époque, les enquêtes en flagrant délit sont limitées à 5 jours. Or, 9 jours ont passé depuis l'agression de Julie. Les policiers ne sont plus en mesure de l'interpeller. Alors ils déposent une convocation dans sa boîte aux lettres. Et 2 jours plus tard, ce qui s'annonçait comme un interrogatoire de routine prend une toute autre tournure. Immédiatement, ce qui nous saute aux yeux, c'est la ressemblance, puisque là on l'avait sur photo, mais on l'avait jamais vu réellement. C'est la ressemblance de Denis Vaccin avec le portrait robot. On le fait rentrer dans le bureau, on le fait asseoir, et il est tremblant, il transpire. Il a des détails physiques qui effectivement ne sont pas normaux pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Tout de suite, je lui dis, on vous reproche, on te reproche d'avoir agressé une gamine. Et là, j'ai pas le temps de finir ma phrase, puisque tout de suite, il me dit, oui, de toute façon, j'ai fait quelque chose de grave, mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est moi, et puis j'ai plus rien à vous dire. Ensuite, Denis Vaccin gardera le silence. Il est placé en garde à vue. Et les policiers demandent à Julie de venir au commissariat. Elle doit tenter de reconnaître Vaccin parmi 4 hommes placés derrière une glace sans teint. Il faut quand même se rendre compte que les vides sans teint de nos services ne sont même pas adaptés pour des enfants. C'est-à-dire qu'on l'a fait monter quand même sur une petite chaise parce que sinon elle peut pas voir. Donc c'est déjà ça marque. J'ai vu une petite chaise, je suis montée dessus et j'ai regardé par la vitre. Et je l'ai reconnu tout de suite.
Ça m'a sauté aux yeux. J'ai pas réussi à parler. J'ai été prise tout de suite d'angoisse et je me suis mis à pleurer. Pour nous, il n'y a pas meilleure reconnaissance que la réaction physique d'un témoin ou d'une victime devant son agresseur. C'est-à-dire que ça ne... Alors, c'est malheureux parce qu'on a du mal à le transcrire dans un procès verbal, mais ça vaut toutes les preuves du monde. Dans la foulée, les policiers organisent une perquisition chez Denis Vaccin. Dans la chambre de son 3 pièces, ils découvrent le blouson, décrit par la petite, et dans les poches, une matraque électrique. Les derniers doutes sont levés. Denis Vaccin est l'agresseur de Julie. À leur retour, les policiers l'interrogent à nouveau. Sa réaction est étonnante. Tout de suite, il nous dit, quand je lui pose la question, voilà, est-ce que vous avez... il me dit, oui, j'ai agressé une petite fille, donc sans donner de détails. De toute façon, je suis foutu. Mettez-moi une balle dans la tête. Il ne dira rien d'autre. Il ne nous regarde plus, il regarde ses godasses et terminé. Et à un moment donné, quand j'évoque sa vie plus personnelle par rapport à son épouse et son comportement d'homme qu'il devrait avoir, il redresse les yeux et regarde il lance un regard à ce moment-là qui m'a glacé le sang. Je me suis dit, il est capable de tout. Denis Vaccin a avoué, et tout prouve que c'est lui qui a agressé Julie. Le 28 janvier 1999, il est donc mis en examen pour viol et séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Il est écroué à la maison d'arrêt de Los. Mais les policiers n'ont pas oublié ce que l'accusé a dit à Julie. « J'ai déjà tué 2 petites filles. » Une enfant de 6 ans ne peut pas inventer ça. Et s'il s'agissait de Nathalie, ou bien de Cathy, ou de Nadia. Les dossiers de Nathalie et Cathy sont classés, mais pas celui de Nadia, dans lequel on a une empreinte génétique. C'est un autre juge qui s'en occupe, et c'est par hasard qu'un lien va être fait entre les 2 dossiers. Alors vous, Christophe Ingrin, à l'époque, vous êtes tout jeune juge d'instruction, vous venez d'être nommé à Lille, et vous héritez donc du cabinet de votre prédécesseur, et dans ce cabinet, il y a le dossier de la mort de Nadia. Qu'est-ce que vous faites avec ce dossier ? Alors, c'est un dossier qui fait plusieurs tomes, qui est un dossier difficile. Plusieurs juges d'instruction se sont succédés. Il y a eu des pistes qui ont été explorées, qui n'ont rien donné. Et la seule chose solide dans ce dossier, c'est l'empreinte ADN de l'auteur des faits. Et je transmets à mes collègues juges d'instruction à Lille la liste des chiffres qui caractérisent cet ADN. Et je leur demande de regarder dans leur dossier d'agression sexuelle ou de viol s'ils ont une liste identique à celle que j'ai dans mon dossier. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le bureau qui est à côté du mien, qui est le bureau d'un juge d'instruction qui s'appelle Jacques Huard, a un dossier dans lequel figure une empreinte ADN qui est strictement identique à celle que je lui ai communiquée. Alors, Jacques Huard m'en informe. Et il est mis en examen pourquoi, ce monsieur-là ? Il est mis en examen pour des faits de viol commis sur... la jeune Julie. Voilà. À cette époque-là, vous ne savez pas, vous, qu'un certain Vaccin vient d'être arrêté pour le viol de Julie ? Non, non. C'est absolument le hasard. Absolument. On vient d'identifier 7 ans après le violeur et l'assassin de Nadia. C'est le même homme qui a violé Julie. Le 12 juillet, Denis Vaccin est de nouveau donc mis en examen pour enlèvement suivi de mort, précédé de viol et d'actes de barbarie. À partir de maintenant, les policiers vont rouvrir les dossiers de Nathalie et Cathy, car depuis longtemps, ils sont persuadés que c'est le même homme qui a tué les 3 petites filles. Le 12 juillet, en fin d'après-midi, Denis Vaccin est extrait de la prison de Los. Dans les meurtres de Nathalie et de Cathy, les policiers n'ont aucune preuve. Et malheureusement, pas de traces ADN. Il faut faire parler Denis Vaccin. C'est vrai que, faute d'aveu, on risque fort, en tout cas la justice risque fort de devoir prononcer un non-lieu. Donc le risque est grand. Donc il nous fallait, c'est vrai que les aveux, c'est ce qu'il y avait de mieux. Pour obtenir ces aveux, les policiers décident de ne pas dire à Vaccin dans quelle affaire ils ont une preuve contre lui.
Et toute la nuit, ils se succèdent pour tenter de le faire parler. Parfois, on a l'impression qu'il va craquer, qu'il va en dire plus, il fait la moue. On a même parfois l'impression qu'il est au bord des larmes. Mais il se reprend très vite. Et puis il se replie sur lui-même. Alors là, il faut relancer le dialogue. Alors ça, c'est difficile. Les heures passent. Denis Vaccin reste muré dans son silence. Les policiers prennent alors une décision qui fait basculer la garde à vue. Comme on n'avançait pas beaucoup, on a là parlé de Nadia, puisque c'est le seul meurtre, le seul viol sur lequel nous avions des éléments tangibles. Et il a parlé de Nadia. Et il reconnaît qu'il a étranglé Nadia, qu'il l'a sexuellement abusée et qu'il l'a étouffée. Il parle d'un plastique. Alors, une chose importante, parce que ça, nul n'était censé le savoir. Denis Vaccin vient de livrer une preuve de plus. C'est lui qui a recouvert la tête de Nadia avec le sac plastique retrouvé sur la scène de crime. Les policiers le cuisinent encore. Moi, on voulait être sûr qu'il nous parle de la bonne personne et on lui a montré les photographies de la découverte du corps. Une horreur. Pensant lui administrer un choc psychologique, on a l'impression qu'on l'a remis en selle. Il s'est délecté de la vue de ces photos. On a l'impression qu'il revivait une sorte de fantasme. Et j'ai l'impression, la très nette impression de lui avoir fait plaisir en lui montrant les photos du corps. À partir de ce moment-là, il ne répond plus à aucune question. Il refuse même de signer ses aveux. Mais il fait aux policiers une proposition surprenante. En toute fin de nuit, il était fatigué, nous l'étions aussi, et il nous a, but en blanc, déclaré j'en ai assez. De toute façon, moi, je ne parlerai plus. Par contre, je veux voir le juge d'instruction. Je lui parlerai du meurtre des 3 fillettes. C'était tout de même une belle avancée. Christophe Ingrin, le 13, puis le 20 juillet 1999, vous interrogez Vaccin dans votre cabinet. Il est censé vous faire des révélations. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, le premier entretien avec Denis Vaccin se passe de manière assez étrange, puisque au moment où il rentre dans mon cabinet, je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais vu, les policiers lui enlèvent les menottes et il se penche vers moi. Et la première chose qu'il me dit, l'interrogatoire n'a pas commencé, on est avant, il me dit « j'ai rien fait ». Et je lui dis, écoutez, monsieur Vaccin, on va en discuter, je vais vous interroger, mais j'ai l'ADN dans le dossier, c'est votre ADN, donc il va falloir trouver autre chose. Et à ce moment-là, il s'assoit, l'interrogatoire commence, et immédiatement, il reconnaît les faits. Il dit, j'ai tué Nadia Tebib. Il donne d'ailleurs beaucoup de détails assez difficiles à entendre, puisque les faits commis au préjudice de Nadia Tebib sont des faits de viol avec des actes de torture et de barbarie. Et d'ailleurs assez étrange de constater qu'il éprouve une certaine satisfaction à voir qu'à la fois ma greffière et l'avocate, qui est l'avocate de permanence, sont assez sensibles aux détails qu'il donne. Alors au cours de cet interrogatoire, il reconnaît d'autres faits dont j'ignorais tout, qui sont des faits de viol et de meurtre commis au préjudice de Cathy Monchot et Nathalie O'Haraud. C'est lui qui spontanément va sur ce terrain-là. Vous ne lui posez aucune question. Ah non, j'ignorais tous ces faits-là. Ce sont des faits qui avaient marqué la région lilloise au moment où ils ont été commis, en 85 et 90. Et la seule personne qui, dans le cabinet, connaissait ces faits, à part Denis Vaccin, c'était ma greffière, qui était au tribunal de Lille depuis longtemps et qui d'ailleurs avait travaillé avec les magistrats qui avaient suivi ces dossiers d'instruction. Donc elle comprend tout de suite qu'il est en train d'avouer 2 meurtres non résolus. Absolument, tout de suite. Il a donc avoué 3 meurtres. Comment est-ce qu'il explique tout ça? Il explique ça en se référant à un viol que lui-même aurait subi quand il était petit, en disant que c'est un viol qui l'a beaucoup blessé et que c'est une sorte de vengeance pour lui que d'agresser à son tour et donc de violer et de tuer des petites filles. Alors il explique en plus qu'il boit de l'alcool avant de commettre les faits et que, en gros, il y a 2 Denis Vaccin. Il y a un Denis Vaccin qui est gentil, qui est un Denis Vaccin qui travaille, qui est un homme marié, qui est fidèle à sa femme,
Et puis il y a un Denis Vaccin qui est méchant, qui est le Denis Vaccin qui marche et qui se met à la recherche de jeunes victimes. Le 21 juillet, le journal télévisé annonce officiellement l'arrestation du meurtrier de Nadja, Cathy et Nathalie. Et dans le Nord, c'est une autre affaire qui secoue la région de Lille. Un homme de 30 ans, déjà arrêté et écroué pour le viol d'une fillette en janvier dernier, vient de reconnaître les viols et les meurtres de 3 autres petites filles qui n'avaient jamais été élucidées. Cette révélation, elle est faite d'une bombe, et dans la famille en tout cas, et la première réaction de ma cliente, c'est une réaction de rejet. Elle éteint la télé, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas entendre, parce que tout cela la replonge dans l'époque très difficile qu'elle a traversée au moment de la mort de son enfant, et elle n'a pas envie de revivre ça. 14 ans après, la mère de Nathalie découvre enfin le nom de l'assassin de sa fille. Tout comme la mère de Nadja, qui a perdu sa fille 7 ans plus tôt. Les services de police se rendent sur mon lieu de travail en m'annonçant comme ça, de vive voix. On désirerait vous parler au sujet de votre fille. Et là, je suis mal. Je suis mal parce que l'aînée a pris la route la veille avec ma famille pour les vacances. Donc je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Un accident encore une fois? Il me dit non, c'est pour la petite Nadia. On a arrêté un coupable. Alors là, je reste bouche bée. Parce que loin de moi, l'idée qu'on puisse retrouver un jour c'est un assassin. Enfin, on l'a retrouvé. Enfin, je vais pouvoir mettre une image sur une tête ou sur cet assassin. 6 jours plus tard, le juge Ingrin reçoit une lettre de 4 pages. Denis Vaccin lui écrit depuis sa prison. Il raconte comment 14 ans plus tôt, il a abordé la petite Nathalie sur le trottoir en lui proposant de lui montrer sa cabane. Il met dans le mille parce que cette cabane rappelle à la petite fille une partie de son enfance qu'elle passe dans le jardin d'une famille d'accueil où elle construit des cabanes avec les enfants qui vivent là. Et donc pour elle, c'est quelque chose de très joyeux. Et on peut penser que Nathalie ne voit pas le danger. Elle le voit comme un enfant un peu plus grand qu'elle, mais en même temps, il n'a pas les traits d'un adulte. Il doit lui parler très gentiment. Et elle va enfreindre la règle fixée par sa mère et elle suit ce jeune homme de 17 ans qui la prend par la main et qui l'emmène vers le terrain vague. Denis Vaccin écrit que c'est là que le drame a eu lieu. Dans sa lettre, il parle de lui à la 3e personne. Et il raconte aussi comment 5 ans après, il a abordé Cathy, sa 2e victime. Il a aperçu l'enfant alors qu'elle sortait de son immeuble. Il s'est approché et lui a proposé d'aller lui acheter des bonbons. Puis il s'est éloigné avec elle. Tout va relativement vite, dans le calme. On n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui arrive en voiture, qui fait monter à la sauvette un enfant et qui se sauve avec. C'est quelqu'un qui vient à pied, qui va convaincre quelqu'un de le suivre et qui va l'emmener un petit peu plus loin, sans violence ou brutalité apparente ou particulière. Donc ça demande un certain temps, ça demande là encore du calme, et une certaine réflexion sur l'attitude à adopter. Et il avait un loisir qui était tout à fait curieux, et qui était de marcher en solitaire sur des distances pendant des durées extrêmement longues. Et c'est d'ailleurs, disait-il, au terme de cette escapade en solitaire qu'il avait trouvé un certain nombre de ses victimes. Dans sa lettre, Denis Vaccin raconte qu'il a entraîné Cathy dans le terrain vague, mais que l'enfant a voulu s'échapper, alors il l'a poignardée. En terminant son courrier, il précise qu'il a mis son sperme dans le corps de ses victimes. Mais il craignait de donner naissance à un monstre, comme celui qui l'avait violé lui-même quand il avait 12 ans. Alors, il a poignardé les 3 fillettes.
Monsieur le juge, dans une longue lettre, Denis Vaccin vous écrit de prison pour vous parler évidemment des 3 meurtres qu'il a avoués dans votre cabinet et vous donner d'autres informations que vous n'aviez pas en main. Non. Lesquelles? Alors, effectivement, il reconnaît une nouvelle fois les faits commis au préjudice des 3 petites filles et il m'indique que c'est pas tout. Qu'il a commis d'autres faits, qu'il a commis 3 viols à l'encontre de petites filles, des viols qui, eux, n'ont pas été suivis de meurtre, parce qu'il explique que les petites filles ont été gentilles, donc il les a laissées vivre, et il ajoute à cela 2 viols commis au préjudice de 2 petits garçons, et il est assez précis là encore, et donc on retrouve les dossiers de viols commis à l'encontre des petits garçons, on ne retrouvera pas les dossiers de viols commis au préjudice des petites filles. Le parquet de Lille a fait de nombreuses recherches pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on n'a jamais retrouvé ces faits-là. Quand ont été commis ces viols à l'égard de ces 2 garçons? En novembre et décembre 1993. Donc 1 an et demi après le meurtre de Nadia. Absolument. Denis Vaccin a dit au juge, il existe 2 Denis, l'un mauvais, l'autre gentil et prévenant. Mais qui est vraiment cet homme resté si longtemps inconnu des services de police? Le juge va se plonger dans son passé. Denis Vaccin naît en 1968. Il passe son enfance à Wattignies, au sud de l'île, dans une famille modeste. Un père sévère, une mère distante. Il a 4 frères et sœurs, mais ne partage pas grand-chose avec eux. Il vit retranché, dans sa chambre. Il grandit dans le silence, il grandit dans l'isolement, il grandit d'une façon anormale, tout le monde le voit, mais il reste dans son coin. Et c'est pas non plus de câlins, de gestes de tendresse, de baisers, de fêtes, de rien. Un désert affectif absolu. Il a dit un jour qu'il en voulait aux enfants d'être heureux parce que lui ne l'avait pas été. Adolescent, il est parfois en proie à des accès de violence, comme ce jour où, fatigué d'attendre que sa sœur libère la salle de bain, il s'est emporté et l'a menacé d'un poignard. Dans la famille, la seule personne dont il se sent proche, c'est son frère, Dominique. Et quand ce dernier quitte la maison en 1985, Denis Vaccin sombre dans la déprime. Cette année-là, il croise le chemin de Nathalie, sa première victime. À en croire son parcours de vie, à en croire les faits, la première relation sexuelle qu'il aurait eue aurait été celle qu'il avait eue avec la première des victimes qu'il avait assassinée alors qu'il n'était lui-même pas encore majeur. 1 an après ce premier meurtre, Denis Vaccin entame une formation en menuiserie. Ça le passionne. Il décroche son BEP à l'âge de 21 ans. Et il part en Allemagne faire son service militaire. C'est à ce moment-là, durant les permissions, qu'il connaît sa première histoire d'amour avec une femme plus âgée que lui. Mais à son retour, il rompt, brutalement. On est à la fin de l'été 90. 2 mois plus tard, il tue la petite Cathy. Et pendant que la police recherche le meurtrier, Denis Vaccin se marie. Il a 23 ans. Il a déjà tué 2 enfants. À cette époque, il enchaîne les jobs en intérim, puis décroche son premier emploi dans une station-service. Il est ponctuel, consciencieux, mais aussi imprévisible. Un soir, il avait eu un vol de lunettes et il me dit j'ai sorti le pistolet d'alarme. Donc moi j'étais complètement surpris parce que bon, on n'utilise jamais, on le sort jamais, on le montrait pas et je lui ai demandé s'il l'avait utilisé. Et il me dit oui, je l'ai utilisé. Donc une nouvelle fois j'étais surpris. Je lui dis mais vous l'avez utilisé, vous avez tiré une fois avec? Il me dit non, j'ai vidé le chargeur. Quelques années plus tard, vexé par une remarque de sa patronne, il se jette sur la pompe à essence, décroche le pistolet et menace de faire flamber la station. À la maison, Vaccin n'est pas violent. Il vit avec sa femme dans un quartier populaire de Lille. Le quartier de Nadia. Ils forment un couple étrange qui ne souhaite pas d'enfant. Vaccin appelle sa femme « maman ».
C'est avec sa femme qu'il se fait passer en volant des ustensiles de cuisine dans un grand magasin. Le vol qui permettra de remonter jusqu'à lui. Pour les viols et les meurtres, il agit seul. Personne n'a jamais su si Madame Vaccin en avait connaissance. Docteur Chanceau, vous êtes psychiatre, vous avez expertisé Denis Vaccin. D'abord, qu'est-ce qu'il vous dit de son enfance et de ses parents? Ce qu'il garde comme souvenir, c'est que son père s'intéressait presque uniquement au tiercé, au jeu, enfin au loto, je ne sais quel jeu, qu'il lisait, comme il dit, un peu le journal et qui ne parlait jamais. Donc un père absent? Un père plus qu'absent, non représentable, une forme complètement évanescente, et de sa mère, plus présente dans un souvenir réel, une femme qui bossait et qui était pareillement non soucieuse de lui. Il va d'ailleurs encore plus loin, puisqu'il dit que quand ses parents se retrouvaient, entre eux, ils n'échangeaient rien. Est-ce qu'il avait néanmoins, quelque part dans sa famille, un repère, une référence, quelqu'un sur qui s'appuyer, ou est-ce qu'il s'est retrouvé, enfant puis adolescent, totalement seul? Il y avait Dominique, son frère immédiatement aîné, et Dominique, donc, était son défenseur, son confident, son image parentale, voire maternelle. Le peu de douceur qu'il évoque était Dominique, à tel point qu'il va situer son histoire par rapport au départ de Dominique de la famille. Et il dit, ça a été le drame, la cassure, j'ai perdu tous mes repères, je n'arrivais pas à surmonter ce départ. Il a parlé aux enquêteurs d'un viol qu'il aurait subi à l'âge de 12 ans par un SDF. Est-ce que c'est quelque chose dont il vous parle, à vous? Longuement, très longuement. Alors la description de ce viol, c'est une description complètement archaïque, c'est-à-dire un individu hirsute, alcoolisé, une forme primaire, presque de primate, qui s'empare de lui, qui le séquestre dans une espèce de cabane dans les bois et le viole jusqu'à le défoncer, dit-il, et l'abandonne. Alors, réalité ou pas, dans le dossier, à aucun moment et d'aucune façon, il n'y a un étayage de ce qu'il dit. Or, il n'échappe pas non plus à une lecture un peu attentive que ce qu'il décrit ressemble étrangement au viol qu'il va commettre. Christophe Ingrin, votre instruction a duré 2 ans. Vous avez revu plusieurs fois Denis Vaccin. Est-ce qu'au fur et à mesure des auditions, il apporte de nouvelles informations, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il finit par dire à chaque fois la même chose? Il faut trier, parce que dans les informations qu'il donne, il y en a qui sont fausses, mais il apporte toujours de nombreuses informations. Alors, il varie un peu, tantôt il atténue sa part dans les faits, c'est-à-dire qu'il va reconnaître un viol, mais pas le meurtre. Mais au cours du dernier interrogatoire, il revient sur tout, c'est-à-dire qu'il m'explique qu'il n'a jamais été violé, qu'il ne buvait pas d'alcool, qu'il a bien violé et tué Nadia Tebib, Cathy Monchot et Nathalie O'Haraud, qu'il a bien violé les 2 petits garçons. Et lorsque je lui demande pourquoi il a menti comme ça tout au cours de l'instruction sur les faits qu'il était censé avoir subis, et c'était les faits qui, dans sa logique, expliquaient les faits qu'il a commis, il me dit très simplement que c'est parce qu'il espérait être condamné à une peine moins lourde si lui-même avait été victime de viol. Globalement, comment vous le sentez, cet homme-là? Moi, j'ai eu le sentiment, encore une fois, qu'il voulait en terminer. Donc, il racontait tout, et puis voilà. Mais il n'y a jamais eu aucune expression de remords, aucune demande de pardon. Et je crois que la seule chose qui l'intéressait, c'était lui. En mai 2002, le premier procès de Denis Vaccin s'ouvre devant les Assises du Nord. Il a 34 ans et il doit répondre des meurtres et des viols précédés de tortures ou d'actes de barbarie de Nadia en 92, de Cathy en 1990, mais aussi des viols de 2 petits garçons en 93 et de Julie en 1999. Au cours de ce premier procès, Vaccin fait vivre un supplice aux familles. Tantôt, il leur livre des détails insoutenables, tantôt, il dit qu'il ne se souvient de rien et il parle de complot.
il est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. 4 mois plus tard, en septembre 2002, il comparaît cette fois-ci devant la cour d'assises des mineurs de Douai pour le meurtre de Nathalie en 1985, car il avait 17 ans au moment de ce meurtre. Il était donc mineur. Pour cet assassinat, il est condamné à 20 ans de prison. Denis, vous pensez que vous sortirez de prison? Ils m'ont condamné à 20 ans et moi... Devant les caméras, Vaccin admet avoir tué Nadia, mais pas Nathalie et pas Cathy. Je sais pas comme il est de ça. Immédiatement, il fait appel de sa condamnation. Cet appel, il était prévisible. Il était prévisible parce que c'est une manière pour lui de prolonger cette histoire. C'est une manière pour lui d'être encore la vedette pendant quelques mois avant de sombrer totalement dans l'oubli. Un an plus tard, Denis Vaccin retrouve donc le banc des accusés pour le meurtre de Nathalie, l'enfant qu'il a tué quand il était mineur. En fait, au début du procès, moi j'appréhende terriblement, et je crois la présidente, Mme Schneider aussi, qu'il se passe exactement la même chose que la première fois, parce qu'il est encore dans la dénégation, très clairement. Cette crainte, la mère de Nathalie la partage aussi. Cela fait 18 ans qu'elle veut savoir ce qu'a vécu sa fille. Les yeux rivés au sol, Denis Vaccin n'ouvre pas la bouche. Et lorsqu'il sort de son silence, c'est pour crier son innocence, ou pire, défier ouvertement les familles dans une mise en scène sordide. Il se met à genoux dans le box des accusés, il joint les mains devant son visage et garde un petit moment de silence. Tout le monde s'attend à des aveux, enfin des aveux. Ma cliente, la première, on lui fait face, il plante ses yeux dans ceux de la maman de Nathalie, et là il prononce cette phrase: « Je vous pardonne à tous, vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire ». C'est dramatique. Ma cliente s'effondre à ce moment. La présidente suspend l'audience parce que ces mots sont terribles. Il fait mal, et il le sait. Cette fois encore, devant la cour d'assises des mineurs, l'assassin pédophile écope de 20 ans de réclusion, la peine maximale pour un mineur. 3 jours plus tard s'ouvre son procès en appel à Saint-Omer pour les meurtres de Nadia et Cathy et les viols de Julie et des 2 garçons. À l'ouverture du procès, les familles de Cathy et de Nadia n'ont qu'une crainte: vivre le même calvaire que la mère de Nathalie face à un Denis Vaccin muet. C'était très important pour moi d'aller au procès, de voir s'il y avait des regrets, s'il y avait des remords, s'il demandait pardon, s'il y avait un sentiment de culpabilité ou si pour lui c'était quelque chose de banal, d'anodin. Les familles ne savent toujours pas ce que leurs filles ont vécu le jour de leur disparition. Il faut que Denis Vaccin parle. Et pour ça, la présidente a une stratégie. Je m'étais dit que si je l'abordais sur le plan affectif, dirons-nous, de façon assez sympathique, je pourrais peut-être obtenir de lui une certaine reconnaissance. Et ça a été ma technique d'interrogatoire au départ, au risque de choquer les parties civiles qui étaient présentes dans la salle, qui peut-être n'auraient pas pu comprendre que j'aborde un tel accusé avec une gentillesse aussi importante. Et ça marche. Denis Vaccin réagit. Au premier jour, la salle remarque ses mouvements de tête et même quelques larmes. Il envoie même un signe à sa dernière victime. C'est quand il m'a fait son sourire que je l'ai reconnu. Il me faisait toujours aussi peur. Parce que même si c'est des années après, l'histoire comme ça marque, les menaces aussi. Et on grandit avec. Donc quand on revoit celui qui a quand même détruit notre vie, enfin pas notre vie, mais je veux dire un petit bout quand même. Bah ouais, ça fait peur, c'est impressionnant. À la barre, du haut de ses 10 ans, Julie ne se démonte pas. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été méchante avec Denis Vaccin. Ce qui me rappelait un peu ma technique d'interrogatoire, prendre Denis Vaccin comme quelqu'un d'humain, tout simplement. Et c'est ce qui lui a permis, peut-être à elle aussi, de distraire
de distraire l'attitude de Denis Vaccin, qui a pu relâcher son attention à ce moment-là, ce qui lui a permis de s'échapper. Et le 3e jour du procès, la douceur et la patience de la présidente portent leurs fruits. Il est debout, raide comme la justice, et il raconte tout. Les dates, les faits, la façon dont il a commis tel et tel acte successivement. Vous imaginez dans une ambiance, un silence absolument religieux. C'est la première fois, et la seule, que les familles des victimes entendent ce qui s'est réellement produit. Il parle pendant 1 heure. Vaccin n'élude aucun détail. Les viols, les tortures, les meurtres. Il raconte tous les actes de barbarie commis sur Nadia et Cathy, et même sur Nathalie, alors que quelques jours plus tôt, il n'y est encore. Je m'étais dit, mais jamais je retrouverai le sommeil normalement. Jamais. Après avoir entendu ce que j'ai entendu. Il raconte ça normalement. C'est ça le pire. Il est comme sonné par ses propres révélations, et dans la salle, c'est la même chose. Les familles sont restées sur leur banc. Chacun a été saisi de cet instant. Tout le sens de l'appel est venu à ce moment-là. Il s'est exprimé. Alors, au procès, docteur Chanceau, plus de la moitié des audiences vont être consacrées au témoignage des experts, vous, les autres, les psychologues, enfin tous ceux qui ont examiné Denis Vaccin. Pourquoi cette attirance pour les jeunes enfants, garçons et filles? Mais ce ne sont pas des liens d'affection, de complicité ou de jeu, comme parfois certains pédophiles le développent pour arriver à leur fin. Là, c'est quelque chose de très abrupt. Tout laisse penser que dans cette affaire, la finalité de l'acte sexuel est au service d'une domination terrible, forcenée, de l'être que représente l'enfant. L'enfant est un objet, quoi. Total. Un objet même pas identifiable. C'est le support de quelque chose, d'une puissance de jouissance qui dénature même, qui déshumanise, qui nie la réalité de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il préserve les garçons, semble préserver les garçons, alors qu'il tue les filles? Il dit quelque chose, c'est rapporté longuement dans l'expertise, « Je tue ces filles parce que ce sont des filles ». Et il dit « Je leur arrache ce qui leur permettrait d'être femmes, c'est-à-dire d'être mères ». C'est-à-dire qu'il y a effectivement du matricide là-dedans, parce qu'il va aux organes sexuels de ces enfants, qu'il arrache, de manière à ce qu'elles n'engendrent pas des monstres qui seraient des monstres comme moi. S'il devait sortir de prison un jour, cet homme-là, est-ce que il y a la certitude absolue qu'il récidivera, ou l'espoir que, peut-être une thérapie étant passée par là, il ne récidivera pas? Les risques que représente ce sujet sont des risques que l'expert que je suis doit qualifier de majeurs. Le procès touche à sa fin. Dans son réquisitoire, l'avocat général souhaite à Denis Vaccin de souffrir en prison et il demande la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, est requise à l'encontre de Denis Vaccin, jugé en appel aux assises de Saint-Omer cette semaine. Puis c'est au tour de la défense de prendre la parole. Mais l'avocat est interrompu. J'entends derrière moi, et tout le monde l'entend parce que c'est amplifié par le son des micros, quelqu'un qui pleure à chaudes larmes. Et entre deux sanglots, on entend des pardons qui viennent, des pardons d'enfants, des pardons de plus en plus forts, de plus en plus récurrents. C'était la première fois que je voyais un accusé se jeter à genoux dans le box des accusés, ainsi que toutes les personnes qui étaient présentes. Et tout le monde a eu l'impression qu'à ce moment-là, Denis Vaccin, qui était considéré comme un monstre, hein, il faut le dire, avec tout ce qui lui était reproché, on a considéré cet instant comme un instant d'humanité, en fait. Denis
Vaccin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 29 ans. Une année de moins qu'au premier verdict, un geste de la Cour à l'égard de son avocat qui a su amener Vaccin sur le chemin des aveux. Après le verdict, Vaccin s'est dirigé vers l'avocat général parce qu'il voulait lui serrer la main, puis il a retiré son pull et l'a offert à son avocat en guise de remerciement avant de rejoindre le service médico-psychologique de la maison d'arrêt de Fresnes.